Bonjour, bon après-midi, chers participants, à cette toute première session thématique de nos 3 jours d'apprentissage. C'est un grand privilège de vous avoir ici. Vous êtes tellement de participants venant des 4 coins du monde et je vois encore des personnes se connecter. Mais nous avons un programme très, très chargé, donc nous essayons de commencer à temps et de finir à l'heure. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les infos que vous suivez ou que vous écoutez à travers le monde, vous pouvez voir des inondations d'une importance sans précédent au Brésil, aux États-Unis, en Afrique et ailleurs. Il y a également des vagues de chaleur en Inde, en Asie du Sud-Est et 2024 est déjà l'année la plus chaude enregistrée. Et nous devons agir. Nous devons agir urgemment dans l'action climatique et la réduction des émissions. Et nous devons également commencer avec l'adaptation et la réduction de risques. Ce sont les sujets au cœur de la plateforme DR des ONG. Et je voudrais vous présenter cette plateforme qui est l'organisatrice de ce webinaire. La plateforme est un réseau d'organisations non gouvernementales basées en Suisse. Euh, Nous avons commencé en 2011 avec 7 organisations et nous sommes de plus en plus nombreux, presque 20. Nous sommes dans la réduction de risques, l'adaptation au changement climatique et améliorer la qualité des projets entre les organisations pour renforcer la résilience des personnes, des communautés et des gouvernements à travers la réduction de risques et l'adaptation au changement climatique. 3 piliers: renforcement de capacité, soutien conceptuel et plaidoyer. Mais nous avons également euh, le plaidoyer et le soutien conceptuel. Par le passé, donc ces 13 dernières années, nous avons continué à améliorer et accroître nos partenariats et alliances. On travaille avec l'Agence suisse de développement et de coopération. On travaille avec énormément d'universités. Nous sommes membres du réseau mondial des organisations de la société civile et de la réduction de risques aux catastrophes. Donc, nous sommes de plus en plus connectés au niveau international à travers ces réseaux et à travers les réseaux de nos mondes. Et nous sommes fiers de faire partie de cette communauté mondiale et de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui et dans les prochains jours. Plus de 200 participants à travers le monde qui se connectent à nos événements. Aujourd'hui, euh, pour expliquer les services climatiques et les fondamentaux, vous aurez Johannes Fallen de Zoe Environment Network, vous aurez Omar Belprat, un climatologiste et consultant euh, qui a été très très utile pour nous dans notre apprentissage, et moi-même, Christina Delvetas. Juste avant que nous ne commencions la session d'aujourd'hui, nous allons avoir un aperçu de ces journées d'apprentissage. Lorsque vous êtes inscrit, vous l'avez peut-être vu. Mais voilà ce que vous pourrez sûrement consulter. Donc, une journée d'introduction, une session d'introduction qui aura lieu en espagnol un peu plus tard. Et puis les différents aspects thématiques que nous avons trouvés pertinents ou importants pour les ONG et pour leur personnel pour qu'ils puissent savoir ce que sont les services climatiques. Nous allons donc commencer avec les services et l'action anticipée ainsi que les systèmes d'alerte rapide. Nous allons considérer les services agrométéorologiques, quelles sont les preuves, les recherches et les évaluations, ce que ça nous dit par rapport à la pertinence et l'impact des services climatiques pour la réduction de risques dans les services climatiques. Nous aurons un aperçu au niveau national et à l'échelle mondiale pour les cadres
internationaux et puis bien sûr les prévisions climatiques, les scénarios climatiques locaux. Et puis la dernière session thématique, vendredi, le secteur privé et les échanges potentiels et défis. Et puis bien sûr, le vendredi après-midi, nous avons l'événement annuel qui se passera de manière hybride, donc en présentiel à Berne et en ligne pour tous nos participants à travers le monde. Nous aurons ce vendredi après-midi un petit récapitulatif de toutes les sessions et puis une discussion de panel avec des experts et des intervenants venant de différents secteurs, comme vous pouvez le voir, du secteur privé, public, des ONG, que ce soit des entités mondiales ou nationales. Et nous allons considérer les conclusions, mais également les perspectives. Quelles sont les tendances pour arriver à l'accès à tous les services pour les plus vulnérables dans le monde. Mais pour la session du jour, dans les prochaines minutes, voici nos objectifs. Ils sont simples. Nous voudrions que vous soyez plus familier avec les fondements et les bases des services climatiques météorologiques. Et en tant que professionnel dans le monde des ONG, comment vous lancer dans ce travail? Nos points à l'ordre du jour: introduction au sujet, introduction au b.a.-ba. Nous allons parler du rôle des ONG, ce qu'est, ce que pourrait être et ce que devrait être le rôle des ONG. Et puis, bien sûr, un petit moment de discussion, de questions-réponses. Encore quelques informations avant que nous ne commencions. C'est pour cette session, comme pour les autres, nous voudrions que vous puissiez garder votre micro éteint si vous ne parlez pas. Si vous pouvez, mettez ou allumez votre caméra si la bande passante le permet. C'est toujours mieux de vous voir. Et puis, changez de nom si nécessaire. Montrez votre nom et votre organisation. Il y a 3 points au niveau de votre image qui vous permettent de le faire. Lorsque vous le pouvez, ajoutez ou écrivez vos questions à tout moment dans le chat et levez la main pour discussion. Euh, nous avons des personnes qui se chargent de cette section. Donc, si vous avez également quelque chose à dire ou une question à poser, levez la main. Les sessions sont interprétées. Rendez-vous sur l'icône interprétation dans la barre d'outils et choisissez votre langue de prédilection. Nous avons le français dans cette session et dans d'autres sessions, il y aura le français et l'espagnol. Et comme vous l'avez sûrement déjà vu, lorsque vous êtes inscrit, toutes ces sessions seront enregistrées et rendues disponibles sur notre lien vidéo par le lien de notre plateforme et notre site internet. Sur ce, je voudrais donner la parole à Johanna. Elle va vous faire parcourir le contenu de cette session. À vous la parole, Johanna. Merci, Christina. Bienvenue à cette session. Euh, Avant que nous ne commencions et que nous ne parlions de ce que sont les services climatiques, je voudrais juste une petite introduction. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces services et comment est-ce qu'ils peuvent nous avantager? Je voudrais également expliquer brièvement leur importance pour la plateforme des ONG suisses dans le cadre de la réduction de risques. J'essaie de faire avancer les diapos. Excusez-moi. Alors pourquoi ces services sont-ils importants? Et je vais essayer d'adresser quelques questions de différentes régions d'à travers le monde. Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question ou que d'autres participants se les sont posées.
Ces services nous donnent des informations sur le passé, le présent, le futur et les conditions météorologiques. Ce sont des conditions qui sont cruciales pour la compréhension et l'atténuation de l'impact sur notre environnement, sur notre agriculture, notre secteur agricole, notre société en général. Donc, ces services sont indispensables dans divers processus de prise de décision. Cela aide à prendre des décisions éclairées dans le cadre de la résilience et de la durabilité. Par exemple, mm, les professionnels de la santé euh, peuvent, par exemple, déterminer le timing et les délais d'une campagne de vaccination de la méningite. Et les services climatiques peuvent les aider à décider de la bonne période où le faire. Les diapos n'avancent pas. Si quelqu'un pouvait m'aider à avancer, ça m'aiderait. Donc ici, par exemple, on peut voir ce que notre agriculteur pose comme question. Est-ce que je devrais planter des cultures résistantes à la sécheresse, par exemple? Donc les prévisions, les températures et les scénarios peuvent aider cet agriculteur ou ces agriculteurs à travers le monde à prendre des décisions par rapport aux cultures qu'ils vont décider d'exploiter. On peut voir par exemple des ingénieurs qui sont chargés de développer des énergies renouvelables. Il faut pouvoir estimer le potentiel d'énergie solaire dans une zone donnée. Et ces prévisions climatiques, météorologiques peuvent aider à le faire. Une autre profession qui pourrait bénéficier de prévisions, ce sont, par exemple, euh, toutes les personnes qui sont responsables de la réponse aux urgences, comme les pompiers ou les urgentistes. Est-ce qu'on va devoir, par exemple, évacuer une ville à cause de prévisions de précipitations très importantes? Cela peut aider à prendre des décisions qui pourraient sauver la vie de nombreuses personnes. Et puis, finalement, un leader communautaire peut évoluer ou évaluer les opportunités de développement au niveau de sa communauté grâce à ces prévisions. Dans la planification, euh, dans euh, les évaluations. Ceci est utile. Donc, ces services, ce n'est pas simplement l'observation du climat. Il y a des informations cruciales qui sont offertes pour prendre des décisions éclairées qui peuvent protéger des vies, euh, soutenir les moyens de subsistance et faire la promotion du développement. Ils sont essentiels pour les systèmes d'alerte rapide ainsi que la planification orientée autour du climat et éclairée sur les risques ainsi que le financement et la mise en œuvre de projets. Il y a énormément de secteurs, donc ça s'applique à l'agriculture, à la santé publique, à l'approvisionnement en énergie, la construction et autres. Pour la plateforme RRC des ONG suisses, c'est quelque chose de très important, ces services. Comme nous l'avons dit dans les diapos précédents, ce sont des services qui jouent un rôle crucial dans l'adaptation au changement climatique et à la réduction de risques climatiques. Cependant, comme nous le savons sûrement, pour avoir des informations fiable dans ce domaine, ça peut être très difficile pour les personnes dans des zones reculées
et les populations vulnérables. Les prestataires de services ne considèrent pas nécessairement ces populations comme des priorités, et, tout comme les services météorologiques pourraient ne pas avoir les capacités ou les ressources pour couvrir tout le territoire. De plus, les informations pourraient ne pas être traduites dans les langues locales et les ONG et les organisations de la société civile peuvent être la voie qui pourrait résoudre ce problème. Il faut également connecter les services nationaux avec les communautés locales qui pourraient avoir du mal à avoir accès à ce genre de services. Les services peuvent avoir également des difficultés pour observer les normes minimum et bien sûr, la livraison de services peut s'avérer être problématique. Donc les ONG, les organisations de la société civile doivent être plus qu'un intermédiaire en soutenant les organisations locales, les institutions, avec la logistique nécessaire et bien sûr avec le développement de ces services pour les populations. Notre plateforme, nous pensons qu'il est essentiel pour les ONG d'avoir une bonne compréhension de ces services climatiques, euh, ce qui comprend la compréhension du cycle de valeur, les usagers et utilisateurs, les prestataires et fournisseurs, ainsi que les parties prenantes impliquées et leur rôle potentiel. Nous réalisons également que les membres des organisations de la plateforme ainsi que les partenaires qui offrent, évaluent ces services, apprennent constamment de ce que sont ces services. Et pour cette raison, ces services ont été identifiés comme un sujet clé pour la plateforme RRC des ONG suisses. Et depuis 2020, nous avons euh, initié un groupe de travail pour se lancer dans cette collaboration et pour améliorer ces services. Ici, euh, vous avez un petit résumé de ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici. 5 cas d'études par rapport à des termes de référence communs qui ont été présentés et il y a eu 3 cycles de discussion avec des experts. Les 5 expériences viennent de contextes tels que le Mali, le Madagascar, le Tadjikistan, le Nicaragua et le Guatemala et couvrent euh, des systèmes d'alerte rapides et des prévisions météorologiques locales. Bien sûr, malgré les contextes différents, il y a des points communs et des fils conducteurs. Et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui d'ailleurs. Ces, ces cas nous ont orientés dans notre parcours d'apprentissage et vous pourrez le voir tout au long de la semaine. Comme je l'ai dit, elles ont été analysées par des experts. Il y a eu des ateliers. Euh, Ceci nous a permis d'avoir un feedback et d'échanger avec les membres de la plateforme RC et ceux qui ont présenté ces cas d'études ainsi que les experts. Ceci nous a amené à élaborer un document de questions fréquemment posées et à euh, élaborer une publication qui sera bientôt publiée. Un document qui sera bientôt publié. Sur ce,
en ce qui concerne notre parcours d'apprentissage et la toute petite introduction sur pourquoi ces services sont importants, je vais donner la parole à Omar pour qu'il puisse nous faire parcourir le reste. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous et de vous donner les bases. Je vais essayer de vous donner un aperçu très bref de ce sujet en ce qui concerne d'ailleurs votre travail, votre domaine de définition et bien sûr quelles sont les questions essentielles auxquelles vous devez vous adresser. Je vais commencer par vous donner une définition de ce que sont les services et la réduction de risques climatiques. C'est une chaîne d'information quantitative sur le climat, l'eau et qui sont taillées pour des usagers spécifiques. Donc, premièrement, quantitative, c'est-à-dire un processus axé autour des données. Il faut quantifier certaines mesures. Il y a bien sûr un élément très technique derrière ceci, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, bien sûr, on passe d'une partie prenante à une autre, une chaîne d'information, donc un environnement pluripartie prenante. Ensuite, bien sûr, on parle de d'usagers spécifiques. Donc, les données en elles-mêmes, ce n'est pas le seul service. Donc, il faut que les usagers soient capables de comprendre ces données et de prendre des décisions basées sur celles-ci. Donc, avant, euh, je, je vais vous donner une petite perspective de l'origine de ces services. Cela fait des millénaires que les êtres humains ont... Non, les diapos vont un peu trop vite. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir? Can I just make one remark from the interpretation services Est-ce que je pourrais to faire une not remarque move the pour slides so fast? If you could les just go back to the interprètes? previous one, that would be great. Si Thank on you. pouvait repartir au diapo. Non, les diapos changent un peu trop vite sans que je ne les ai touchés. Désolé. Alors, je voulais juste vous donner un petit aperçu de l'origine de ces services climatiques. Comme vous l'imaginez, ça a été un sujet qui a toujours été au centre des désirs de l'humanité. Par exemple, nous avons Aristote euh, qui a essayé de donner des principes sur comment se protéger du climat, de la pluie et autres. Euh, la plupart de ses idées étaient erronées, mais on ne peut pas lui en vouloir. Il n'avait pas les moyens de mesurer les pressions atmosphériques et autres. Donc, euh, la compréhension du climat a été possible lorsque les premiers instruments pour la mesure de la pression atmosphérique ont été inventés. Et ensuite, bien sûr, il y a eu un bond majeur lorsque nous avons été capables d'utiliser des ordinateurs pour les prévisions météorologiques et pour donner des prévisions météorologiques en utilisant euh, toutes ces informations et cette connaissance physique. Et ça a été le début d'une nouvelle ère des services climatiques pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Comme vous le savez, euh, nous allons, nous avons sûrement, nous avons maintenant un système d'observation mondiale.
Donc, on observe l'atmosphère, les océans. Ici, par exemple, quelques exemples. Dans le monde, aujourd'hui, il y a près de 1800 ballons météorologiques qui sont lancés quotidiennement. Donc, des ballons météorologiques qui vont dans les airs pour mesurer la pression atmosphérique. Plus de 322 satellites qui surveillent la Terre depuis l'espace euh, et plus de 17 500 stations au sol qui mesurent les éléments climatiques. Ça a l'air d'être beaucoup, mais il y a énormément de petites failles et de lacunes qu'on peut observer. Il y a beaucoup de détails qu'on n'arrive pas à mesurer et qui jouent un rôle crucial. Euh, Parce que c'est un système interconnecté et un élément peut en impacter un autre ou plusieurs. Cependant, les pays du Sud disposent de beaucoup moins de stations au sol, en déclin depuis les années 80. Et on va en entendre un peu plus à ce sujet par rapport au cadre mondial, euh, par rapport au programme pour résoudre cette situation. Une autre chose qui a énormément changé, qui a énormément évolué grâce aux ordinateurs que vous avez vu un peu plus tôt, eh bien, ce sont les prévisions météorologiques et climatiques. Grâce au système d'observation mondial, bien sûr, mais également grâce au progrès dans les modèles informatiques visant à simuler aujourd'hui un jumeau numérique de la Terre, comme vous le voyez dans cette animation. C'est comme si vous étiez en train de voir une image de l'atmosphère en temps réel, comment les vents sont en train. C'est pas un enregistrement, c'est une simulation venant d'une euh, d'un modèle informatique. Et vous pouvez comprendre la réalité grâce à celle-ci. Aujourd'hui, on parle de la création d'un jumeau numérique de la Terre, parce que la résolution a énormément évolué dans la représentation de la Terre. Certains d'entre vous peuvent sûrement avoir écouté que l'intelligence artificielle fait désormais des progrès pour améliorer les prévisions. On ne parle pas simplement de détails dans l'espace, mais également dans le temps. J'ai parlé des prévisions. Là, je parle des prévisions météorologiques. Donc, tout au milieu, on parle d'aujourd'hui et des 15 prochains jours, par exemple. Des prévisions qu'on utilise de manière régulière. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le nowcasting ou la prévision immédiate, donc l'anticipation des prochaines heures en utilisant les observations, les images radar euh, pour anticiper, par exemple, euh, une averse ou euh, des inondations. Donc, c'est très, très utile pour euh, la gestion de catastrophes. Et puis, bien sûr, on va au-delà du de l'aspect météorologique, mais on fait des projections dans l'aspect du climat, donc les années à venir, les saisons à venir. Euh, donc ça, c'est très utile pour les saisons agricoles. Ça permet aux parties prenantes diverses d'utiliser cela pour prendre des décisions. Donc le secteur agricole, comme je l'ai dit, les agriculteurs. Et puis finalement, on va jusqu'aux projections climatique. Dans les dernières décennies, c'est devenu très, très tendance. Ici, on ne parle plus de prévision parce que le climat dépend de la manière dont les humains vont gérer les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on parle de projection et là, c'est sur euh, des décennies. Et c'est donc une transition entre nowcasting et les projections climatiques. L'incertitude, cependant, plus vous allez à droite, plus elle devient importante.
Ça veut dire que plus on se projette dans le temps, plus c'est difficile. Vendredi, on va en écouter euh, sur un peu plus sur la manière de gérer ces incertitudes et euh, comment mesurer sur le long terme et se préparer sur le long terme. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la qualité des projections, des prévisions se sont grandement améliorées. Vous pouvez voir à droite une image du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Euh, Ce sont eux qui ont les meilleures prévisions et vous pouvez voir comment les prévisions ont évolué depuis les années 80. On est passé de 3 jours à 10 jours maintenant. Le problème, c'est que ce n'est pas que les prévisions ne sont pas bonnes. Elles sont très, très bonnes. Mais ces prévisions ne sont pas encore utilisées telles qu'elles le devraient dans les secteurs où elles ont été initiées. Et plus particulièrement dans le sud, les pays n'en profitent pas aussi bien parce que la chaîne d'information n'est pas la meilleure. Cependant, Euh, le secteur humanitaire, par exemple, utilise de très, très bonnes prévisions pour les actions anticipées et comment on peut utiliser de très, très bonnes prévisions pour les inondations, pour évacuer ou préparer une région à des inondations. Et il y a eu de très, très belles réussites grâce à ces nouvelles possibilités. Alors, sur ce, je voudrais qu'on fasse un petit sondage avant de passer à la deuxième partie sur l'amélioration de ces services climatiques et météorologiques. Euh, quel type de canaux ou de quel type de canaux est-ce que vous utilisez pour obtenir les informations climatiques et météorologiques? Essayons de voir. Première option, la télé. Deuxième option, la radio. Troisième option, les journaux. Quatrième option, application sur le téléphone. Cinquième option, une application spécifique pour le climat et les services d'infos nationaux de l'hydrométéorologie. On peut voir que la pénétration des téléphones mobiles euh, a beaucoup progressé cette dernière décennie. Parce qu'avant, c'était la télé, il y a 20 ans, c'était la télé et la radio, bien que celles-ci restent des sources importantes d'information. Mais nous avons à peu près tout le monde qui a répondu. Et l'une des choses qui est assez intéressante, c'est que la plupart disent qu'ils utilisent l'application sur leur téléphone. 69%. Une application qui vient des compagnies de télécom. On peut voir que les journaux sont devenus totalement obsolètes pour ce groupe de participants ici avec nous. Alors, est-ce qu'on peut aller à la question suivante? Vous devrez voir les résultats. Antonia, question suivante. Quel type de prévision et de projection utilisez-vous principalement dans votre travail? Prévision immédiate, prévision météorologique. Donc, 1, prévision immédiate. 2, prévision météorologique. 3, prévision saisonnière décennale. 4, projection climatique. Apparemment, ici, les prévisions météorologiques dominent, bien qu'il y ait une grande euh, partie des utilisateurs qui utilisent quand même les prévisions saisonnières
à décennale. Personne n'a utilisé ou n'utilise les prévisions immédiates. En général, ce sont les ingénieurs, et puis bien sûr, les prévisions immédiates ne sont pas disponibles dans de nombreux pays, il faut aussi l'avouer. La plupart d'entre vous ont répondu. Je vais vous montrer donc le résultat. 44% pour les prévisions météorologiques, le service le plus prévalent. Bien sûr, avec le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, beaucoup d'entre vous utilisent des projections climatiques. On va en parler un peu plus dans la partie suivante de notre présentation. Donc, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est comment améliorer et fournir les services climatiques et météorologiques dans les projets où vous opérez. Si on pouvait revenir, voilà, pour le faire, je vais vous montrer ce qu'on appelle le cycle de valeur. C'est un concept utilisé par les organisations météorologiques mondiales. Donc, la manière dont les données sont générées et diffusées jusqu'à l'utilisateur. Donc, c'est un concept que de nombreux services organisent et ils s'organisent derrière ceci. Comme je l'ai dit, c'est une chaîne d'information, un concept utile pour les ONG, euh, pour qu'ils puissent comprendre le contexte dans lequel elles travaillent, pour analyser où se trouvent les goulots d'étranglement. Mais ça peut également être des points d'entrée, c'est-à-dire des éléments où vous pouvez ajouter de la valeur, où vous pouvez avoir un impact et où le travail est nécessaire. Donc, euh, c'est un processus qui vous aide à concevoir l'utilisation des services climatiques dans votre contexte. Premièrement, les exigences de l'utilisateur, c'est-à-dire améliorer l'expérience de l'utilisateur et la prise de décision. En gros, il faut comprendre où est-ce que l'utilisateur a besoin d'informations et où est-ce qu'il en manque. Quels sont les goulots d'étranglement. Euh, donc, il faut amener également une certaine connaissance des possibilités. Ou alors, il y a des actions qui peuvent être déjà existantes sur le terrain, mais qui n'arrivent pas à l'utilisateur. Donc, c'est un dialogue pour comprendre le service, ce que le service devrait être, et également pour créer la confiance et l'appropriation. C'est très important. L'appropriation peut même faire en sorte que l'utilisateur puisse jouer un rôle actif dans euh, le partage, l'évaluation de données, euh, comme nous en parlerons cet après-midi. Dans de nombreux contextes, par exemple dans le Sud, le manque d'information, c'est la problématique récurrente. Il est très très important d'obtenir les données. Si vous êtes convaincu que, par exemple, c'est important d'obtenir de nouvelles données ou de nouvelles informations, vous devez vous poser la question, quel type d'observations sont nécessaires? À, à quel endroit vous avez besoin de ces observations et sous quelle garde? Donc, par exemple, ça peut être un tout petit appareil comme une règle pour les précipitations, ou est-ce que c'est quelque chose de plus sophistiqué? Les stations sont également
assez difficiles à entretenir, qui va les entretenir sur le long terme après que le projet soit conclu? Donc, beaucoup de projets de développement n'ont pas été capables d'entretenir les stations et on peut voir le manque de continuité dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est un aspect très crucial qu'il faut prendre en compte. Ensuite, la gestion de données, comment les obtenir? Comment les transférer? C'est-à-dire que ce soit sur papier, que ce soit de manière, numérique, il faut qu'il y ait un traitement de données et puis bien sûr, il faut que ces données soient utilisées par de nombreux utilisateurs. Donc il faut gérer ces données. Et puis également important, heu, le contrôle qualité. Parce que la qualité de votre service dépendra de la qualité de l'information que vous utilisez et que vous transmettez. Donc, ce sont quelques quelques connaissances de base qui sont nécessaires pour euh, un projet de ce genre. Il y a également des éléments tels que les contraintes juridiques. Par exemple, il y a des pays qui sont euh, très strict par rapport au partage d'informations par les tiers ou même l'obtention de ces informations, euh, que ce soit sur la sphère nationale ou internationale. Si vous êtes capable de partager les données, c'est très bien. Et cela permet des partenariats avec les agences nationales ou les acteurs internationaux euh, pour collaborer et améliorer le système dans votre contexte. Bien sûr, nous pouvons euh, élaborer des prévisions. Ça devient un peu plus complexe et il y a une expertise spécifique. La plupart des agences dans le sud et les agences nationales utilisent des produits ou des offres mondiales pour les prévisions, parce que c'est assez complexe. Bien sûr, il y a de plus en plus de possibilités pour combiner ces prévisions à l'échelle mondiale avec les observations sur le terrain grâce à certains appareils. Et puis, bien sûr, il y a des compagnies privées qui taillent des solutions pour ce genre de choses. Ici, quelques questions par rapport aux frais d'utilisateur, parce que certains de ces services sont gratuits. Euh, mais en général, il y a des frais attachés à ceci. Et puis, bien sûr, le sujet de la durabilité de l'offre de ces services. Une fois que les données sont présentes, elles doivent être traduite en service, en information que l'utilisateur pourrait comprendre. Par exemple, euh, les icônes, par exemple, l'icône de la pluie, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, donc on comprend. Donc, la communication. À ce niveau-là, les ONG ont plus d'expertise dans la communication aux bénéficiaires et au public. Et c'est également une opportunité de réfléchir à d'autres parties prenantes qui pourraient être intéressées à ce service et qui pourraient même payer pour ce genre de service. Donc, créer un modèle durable et périn pour cette chaîne de valeur, sûr, à des frais. Ensuite, la diffusion de services. Bien sûr, la pénétration de la téléphonie mobile a augmenté considérablement l'évolutivité, euh, mais il y a d'autres services pour certaines communautés qui ne sont pas encore touchées et qui n'ont pas été impactées par ces nouveaux développements. Donc la radio et la télé restent importantes. Ici, nous sommes préoccupés par euh, l'impact pour les populations les plus vulnérables et comment également toucher les clients les clients payés. Et puis finalement, c'est un cercle, donc nous voulons le fermer. Il faut que nous puissions avoir des feedbacks et des enseignements tirés de la manière dont les services ont fonctionné, de la perspective des utilisateurs et comment les améliorer.
Donc, très très souvent, euh, on pose les questions dans ce genre de cas aux populations par rapport à comment les services ont fonctionné, comme est-ce que les stations sont faciles d'utilisation, est-ce que les prévisions sont bonnes. Donc, ce sont des choses qui nous permettent d'améliorer les services. Et pour améliorer les services, il faut considérer les parties prenantes. Elles sont multiples. Et cela va dans le sens de la définition de départ. Les services climatiques sont par nature un processus multipartite. Et ça, nous devons l'accepter. Donc, les services hydrométéorologiques nationaux qui jouent un rôle. Euh, Nous avons les organismes multilatéraux et les acteurs au sein de l'OMM. Et puis, bien sûr, des opportunités de mécanismes de financement pour améliorer les services à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Il y a d'autres autorités nationales, hein, les ministères, le ministère de l'Agriculture et autres, les agences, les TIC, les TIC et les autres entreprises privées, bien sûr les médias et les télécoms, les partenaires de recherche et les partenaires académiques et universitaires, et puis bien sûr les communautés, les petits exploitants que vous voulez toucher et sur lesquels vous voudriez mettre l'accent. Sur ce, je vais vous donner la parole à vous, Christine. Merci, Omar. Merci, Omar, pour cet aperçu. Je pense qu'il y a deux choses que nous devrions garder à l'esprit. Le cycle de valeur à différentes étapes qui sont très, très importantes pour nous, les ONG, si nous voulons comprendre ce que sont les services climatiques et leur impact, leur potentiel. Et puis, bien sûr, le dernier message, c'est un environnement ou un processus multipartite. Euh, et en tant qu'ONG, si nous voulons travailler dans ce domaine, nous devons euh, garder cela à l'esprit. Je n'arrive pas à trouver mes diapos. Alors, brièvement, le rôle des ONG dans le renforcement des services climatiques et météorologiques. Euh, je voudrais commencer avec un petit sondage. D'où vous venez? Quelles sont vos expériences? Quelle est votre expérience? Je voudrais que vous puissiez répondre à trois questions. Antonia, si vous pouviez l'afficher. La première question, c'est dans quel secteur vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec une ONG? Est-ce que vous travaillez pour une organisation gouvernementale, pour une organisation du secteur privé, le monde université ou autre? Donc ça, c'est la première question. Je pense que vous n'allez voir les résultats qu'à la fin. C'est cela, Antonia? Ensuite, il y a une deuxième question, juste un peu plus bas. Est-ce que vous avez de l'expérience dans l'utilisation des services climatiques et météorologiques? Est-ce que vous utilisez cela tous les jours? Est-ce que vous avez une certaine expérience ou est-ce que vous ne l'avez jamais fait? Ensuite, basé sur votre expérience et sur ce que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui et la présentation d'Omar, qu'est-ce que vous pensez être le rôle le plus pertinent des ONG dans les services climatiques et météorologiques? Est-ce que ce sont les évaluations de besoins, les observations au niveau local, la gestion de données, le développement de services, la diffusion ou le plaidoyer? Quelle est la réponse que vous considérez la plus pertinente?
Je pense que nous avons 81% des participants qui ont déjà commencé à remplir le questionnaire. Nous sommes à plus de 90. On va regarder les résultats. Alors, d'accord, 83% d'entre vous travaillent au sein d'une ONG. Nous avons bien sûr quelques personnes travaillant dans le secteur gouvernemental, quelques personnes du secteur privé et autres. Ensuite, nous voyons que nous avons 10% d'experts dans les services climatiques et météorologiques et 58% avec une expérience quelconque. Donc, nous avons une audience assez éduquée par rapport à la chose. Et puis, bien sûr, le rôle le plus pertinent d'une ONG dans les services climatiques et météorologiques, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que la diffusion des services est plus importante. Bien sûr, tous les différents niveaux sont cités. C'est assez intéressant. Nous allons donc vous montrer ce que nous, au sein de la plateforme, avons découvert euh, sur les services climatiques. Le rôle des ONG tout au long du cycle de valeur. Euh, Bien sûr, nous devons suivre ce modèle qui est reconnu à l'échelle mondiale. Donc, premièrement, un rôle possible, c'est au niveau de l'assistance au soutien des évaluations, surtout pour les utilisateurs qui n'ont pas l'accès à ces services. Euh, à ce niveau, c'est également le rôle de faire un plaidoyer basé sur les besoins. Au niveau local, comme nous l'avons vu, euh, la gestion de stations locales et le soutien à la gestion de stations locales, ça peut être très, très important pour les ONG. Ensuite, un gros bond dans le développement de services et à ce moment-là, le plaidoyer pour les services et le plaidoyer pour l'accès à tous, l'accès pour tous à ces services. Et ensuite soutenir la traduction et la diffusion de ces informations, assurer les boucles de rétroaction et de feedback. Comment est-ce que euh, l'information a eu un impact selon l'utilisateur? Est-ce que c'était des bonnes informations dont ils avaient besoin? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres informations? Est-ce que les informations ont été précises? Tout ceci est très important. Et puis, bien sûr, soutien à des services aux utilisateurs. Là où vous ne voyez pas de case verte entre la gestion de données et les prévisions, ça, c'est un domaine où on a vraiment besoin d'experts, de scientifiques et d'infrastructures informatiques. Donc, nous avons pu découvrir dans notre parcours que c'est assez pointu à ce niveau et que c'est très, très rare que les ONG puissent s'impliquer dans ces euh, volets ou dans ces actes de travail. Donc ça, c'est juste un aperçu général en ce qui concerne notre expérience sur la plateforme. Je voudrais vous inviter à la session qui va prendre ou qui va avoir lieu en après-midi. Mais juste pour vous en parler, dans notre expérience, nous avons pu découvrir que la plupart des membres de la plateforme sont impliqués dans la coordination entre différentes parties prenantes. Nous avons vu euh, que c'est un environnement multipartite, dont certaines de nos membres doivent coordonner. Ensuite, il y a bien sûr le renforcement de capacité des acteurs locaux et des usagers locaux et la traduction vers les utilisateurs ou pour les utilisateurs. Donc,
euh, ça va dans le sens du travail des ONG en général. La plupart d'entre nous, nous travaillons dans des processus multipartites, nous coordonnons entre différents acteurs et cela fait vraiment partie de des outils que nous avons dans notre boîte à outils. L'analyse des parties prenantes, la coordination des parties prenantes, ce sont des choses avec lesquelles les ONG sont assez familières. Et puis, bien sûr, les ONG sont proches des communautés. Donc, le renforcement de capacités, de groupes communautaires, de comités, de groupes de la jeunesse. Et donc, en général, les ONG nous connaissent et connaissent les acteurs locaux et sont très bien placés pour la traduction ou assister à la traduction des matériaux. Ça peut être une traduction littérale, ça peut être le renforcement de capacité dans l'interprétation de l'information, ce que l'information veut dire pour un agriculteur, ce que ça veut dire pour un pêcheur ou une pêcheuse, mais également la traduction pour que l'information puisse arriver à l'utilisateur par le bon canal. Par exemple, certaines personnes utilisent plus la radio, certaines personnes ont accès au téléphone mobile. Donc, il faut pouvoir assister le partage d'informations à travers différents canaux pour que celle-ci arrive à l'utilisateur. Bien sûr, il y a des difficultés. Euh, L'acceptation de l'ONG en tant qu'organisateur et coordinateur. Il y a énormément de parties prenantes, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc, pour la coordination, vous devez être connu, vous devez être reconnu et accepté. Et puis, bien sûr, votre connaissance et votre compréhension des services climatiques et météorologiques. Euh, Dans notre plateforme, nous avons identifié quelques lacunes par rapport à cet aspect. Donc, ça peut être spécifique. Par exemple, si vous êtes impliqué en tant qu'ONG dans la distribution et l'entretien de, 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 de systèmes d'évaluation de mesures, mais que vous ne respectez pas les normes euh, de construction ou d'entretien, eh bien, vous n'allez pas avoir de données précises et utiles. Ça pourrait être un problème. Ça pourrait être vraiment un défi et nous espérons que lors de ces 3 jours, nous allons nous améliorer. Et puis, nous avons également entendu Omar parler de l'exactitude des informations, la précision des informations. Elles ne sont jamais précises à 100%, mais il y a une certaine connaissance qui est nécessaire pour expliquer ceci aux ONG. Donc, les connaissances, ces connaissances peuvent nous permettre d'être des partenaires fiables. Cependant, les informations sur lesquelles nous dépendons pour être coordinateur, pour être euh, dans la transmission de l'information, si cette information n'est pas fiable, eh bien, cela peut avoir un impact sur la confiance que les populations nous accordent. Imaginez être le négociateur d'un deal qui n'est pas basé sur de bonnes informations. Donc, il y a différentes études de cas sur la plateforme qui peuvent nous aider dans ce sens. Conclusion et recommandation de la plateforme, c'est premièrement de mieux exploiter les synergies avec les acteurs et les initiatives internationales. Très très souvent, euh, il faut également intégrer les connaissances locales et les méthodes d'observation, euh, bien équilibrer les investissements logiciels et en matériel. Euh, En tant qu'ONG, il faut trouver les synergies. Donc, intégration des connaissances locales et des méthodes d'observation. Donc, ça, c'est très important. Nous allons voir des exemples intéressants un peu plus tard. Il est également important euh, d'équilibrer les investissements en logiciel et en matériel. Euh, Très, très souvent, il y a énormément d'argent d'investissement dans le matériel. Mais s'il n'y a pas le logiciel pour intégrer les conclusions, les informations,
eh bien, le matériel en lui-même ne sert pas à grand-chose. Et les ONG peuvent jouer un rôle très important dans ce domaine. Il faut également choisir judicieusement le modèle de contact avec l'utilisateur. La radio, par exemple, pour certaines zones très reculées qui n'ont pas accès à la numérisation. Donc ça, c'est quelque chose dont les ONG doivent s'imprégner pour avoir de la valeur ajoutée. Et puis, bien sûr, penser développement durable dès le début. Euh, le modèle économique, tout ceci dépend de la question que vous vous posez. Est-ce que le service climatique et météorologie est perçu comme un public service, un service public ou privé? Donc, tout dépend de la manière dont les parties prenantes euh, et le modèle fonctionnent dans votre zone. Sur ce, je voudrais conclure et je voudrais avoir vos interventions, vos questions, vous pouvez les poser dans la section chat ou lever la main. En ce qui concerne les questions, peut-être qu'on ne va pas y répondre lors de cette session parce que nous avons d'autres sessions à venir. Euh, Regardez, nous avons différentes sessions thématiques durant les 3 prochains jours. Euh, et nous pourrons parler de tous les aspects qui vous intéressent. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vais arrêter d'afficher mon écran et je serai heureuse d'entendre vos questions et vos remarques. Omar ou Johanna, vous étiez sûrement en train de euh, surveiller la section chat. S'il y a des questions, vous pouvez déjà les mentionner. Alors, tandis que notre audience est en train de penser à des questions, je voudrais poser une question à Omar. Vous nous avez montré euh, un graphique où on peut voir l'exactitude des prévisions. Et il y avait différentes lignes pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que ces différences d'exactitude selon l'endroit où on se trouve sur la planète? D'accord, merci pour la question, Christine. C'était très très bien, très observateur. Ça a à voir avec ce que j'ai dit par rapport au système d'observation mondiale. Nous avons beaucoup moins d'informations dans le sud, euh, surtout lorsqu'on parle des stations à la surface. Nous avons pu voir que l'écart est en train de se réduire. Et il se réduit depuis que nous avons l'imagerie satellite du monde entier. Et si vous considérez les prévisions comme un indicateur, on peut voir que cet écart, ce fossé n'est plus aussi grand. Mais au niveau local et à la surface, bien sûr, la différence est encore très prévalente et c'est pour ça qu'on doit y travailler un peu plus. Merci. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait poser une question? Vous pouvez lever la main et nous, ou alors vous pouvez l'écrire dans la section chat. D'accord. Omar, c'est sûr que vous avez expliqué tellement en détail qu'il n'y a plus de questions qui nous seront posées. Il a été demandé de savoir si nous allons partager les présentations. Oui, la présentation d'abord sera enregistrée sur le site internet de notre plateforme RC. Et puis, bien sûr, nous pourrons également euh, distribuer la présentation. Merci, Antonia, d'avoir mis le lien dans la section chat. C'est très bien, très utile.
Première question, quelle est votre expérience lorsque vous expliquez le facteur incertitude aux communautés locales? Omar, ça fait très très longtemps que vous avez travaillé dans différents pays. Peut-être que vous avez l'expérience du Tadjikistan et d'autres contrées. Lorsque vous avez fait des prévisions par rapport à des précipitations et les précipitations ne viennent pas. Ah oui, ça c'est assez difficile. Ça nous donne des insomnies, hein. En tant qu'humain, en tant qu'être humain, donner des informations incertaines, ce n'est pas notre fort. Et c'est dur d'intégrer cela dans la prise de décision. Bon, très très souvent, on essaie d'illustrer les incertitudes en disant que l'information n'a pas été interprétée comme il le fallait ou autre. Mais l'objectif, l'objectif de ces prévisions, c'est en général de retirer l'incertitude ou de l'exprimer différemment. On utilise des avertissements comme lorsque on utilise un feu tricolore. Donc rouge, dangereux, orange, incertain ou probable. Donc, et vert, nous sommes très très sûrs que rien n'arrivera, par exemple. Donc, essayer, par exemple, de transmettre les choses en fait, c'est assez difficile. Euh, mais c'est un travail qui utilise les langues communes, les expressions communes, pour une compréhension beaucoup plus poussée. Euh, donc, certains caractères informatifs marchent plus que d'autres. Mais c'est quelque chose que nous apprenons. Nous sommes toujours en période d'apprentissage. Mais pour dire la vérité, euh, il n'y a jamais de réponse facile à cette question. Une question basée sur mon expérience personnelle, c'est que avec le changement climatique, euh, les tendances climatiques et météorologiques conventionnelles ont changé énormément. Est-ce que vous diriez que le changement climatique fait en sorte que les prévisions soient beaucoup plus difficiles à faire en tant que tant que météorologiste? Est-ce que vous avez beaucoup de mal? Comment est-ce que le changement climatique euh, impacte les prévisions climatiques et météorologiques? Bah oui, ça a un impact. Ça a un impact sur les prévisions, c'est vrai. Euh, mais je dirais que être conscient du changement climatique améliore les possibilités de prévision. Si vous considérez les prévisions saisonnières, puisqu'on sait que nous sommes en train d'aller de plus en plus vers une planète plus chaude, c'est plus facile à intégrer dans les modèles. Donc, pour le changement climatique, on utilise les mêmes paramètres physiques. Donc, ça ne réduit pas la qualité des prévisions comme on pourrait le penser. Mais ce qui change, ce sont nos seuils, nos termes de référence. Par exemple, si on parle d'avertissement ou d'alerte rapide, eh bien, euh, si on parle d'un montant de précipitation, le niveau change. Et ça, c'est assez difficile de s'adapter à ça. Lorsqu'on communique et qu'on dit qu'il y a une forte probabilité d'inondation, c'est très difficile de s'adapter aux différents niveaux de précipitation. Et puis, bien sûr, il y a d'autres mesures d'adaptation. Donc, la vulnérabilité des populations change, les évaluations d'impact doivent également évoluer. Euh, mais cela n'amène pas à des prévisions beaucoup moins exactes. Non. Une autre question. Quelle est votre expérience dans le travail en combinant les prévisions scientifiques avec les prévisions traditionnelles, donc les signes de la nature et autres? Euh, on en entendra un peu plus parler lors de sessions
euh, à venir. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas mentionné cela, mais il y a énormément de pratiques à travers le monde pour utiliser les indicateurs locaux d'observation et comment combiner ces produits avec l'approche scientifique. C'est assez différent. Les expériences que moi j'ai vues qui ont marché, c'est qu'en communiquant avec les usagers, les utilisateurs, il faut mettre les informations, il faut introduire les informations. Donc, avoir une discussion sur les conventions, et puis également s'informer sur les systèmes d'observation qu'ils utilisent, comment utiliser leur langue pour faire en sorte d'avoir des évaluations beaucoup plus euh, proches de leur concept. C'est bien d'avoir un dialogue et d'avoir une compréhension commune de ces concepts. En général, je dirais cependant que on a énormément d'informations euh, en ce qui concerne l'aspect scientifique. Alors, en ce qui concerne cet après-midi, nous aurons les 5 études de cas et nous aurons des cas d'Amérique centrale avec justement la combinaison d'observations traditionnelles et scientifiques. Et je pense qu'on va également aborder ce sujet dans une autre session un peu plus tard. Très enthousiaste et impatiente de vous voir à cette session. Encore une question. Est-ce que vous pourriez partager des exemples, des stratégies pour faire en sorte que les services nationaux d'hydrométéorologie soient euh, d'accord pour travailler à des solutions taillées aux besoins des utilisateurs? Bah, l'OMM essaie de faire la promotion ces dernières décennies avec les services nationaux d'hydrométéorologie pour améliorer la livraison et bien sûr améliorer cet esprit pour faire en sorte de tailler sur mesure les informations pour l'utilisateur. Ce n'est pas encore le cas dans de nombreux endroits, hein. Les personnes faisant la collecte de données et vendant ces données, euh, euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. L'OMM essaye de faire la promotion de ceci et de faire le lien avec les communautés pour démontrer comment les données peuvent apporter plus de valeur. Donc, c'est un dialogue qui est assez difficile pour les ONG. Par exemple, l'OMM, c'est une très belle porte ouverte. Et on va en entendre un peu plus à ce sujet dans les cadres à l'échelle mondiale. Parce qu'il y a beaucoup d'impact sur les agences nationales et ils sont intéressés dans l'aspect de renforcer ces services et la livraison de ces services aux populations. Donc, c'est un partenariat qui les intéresse. Et bien sûr, d'autres agences de pays développés sont également des très bons points d'entrée euh, dans ce genre de dialogue. Des approches de pair à pair, des agences nationales qui voudraient euh, dialoguer avec d'autres euh, agences nationales d'autres pays. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Encore une question. Dans certaines zones locales, les habitants n'ont pas encore compris le changement climatique ou l'adaptation. Est-ce que vous pourriez nous aider à expliquer ceci pour qu'on puisse discuter avec eux et les impliquer dans le processus? Omar, allez-y, hein, partagez votre réponse. Mais nous avons également des participants travaillant dans le monde des ONG qui ont sûrement des expériences dans le domaine. Vous pouvez lever la main et commenter.
Ce n'est pas simplement, ce n'est pas une conversation à sens unique. Nous voulons également en apprendre de votre part. Omar, premièrement, euh, je dirais que vous aurez sûrement de meilleures réponses que moi, d'ailleurs. Mais de manière générale, je dirais que il faut pouvoir communiquer que ce que nous pensons savoir peut avoir évolué. Donc, par exemple, on peut avoir le souvenir d'un certain niveau d'eau lors des inondations et ça peut ne plus être le cas lors de la prochaine. Donc, il faut que nous soyons préparés et que nous puissions anticiper de nouvelles facettes, de nouvelles inondations. Et c'est ce que vous pouvez dire, par exemple, lorsque vous échangez avec les populations locales. Peut-être que quelqu'un a une réponse un peu plus pertinente parmi les participants. Oui, effectivement, il y a énormément d'approches que nous pourrions euh, partager. Par exemple, à Helvetas, nous faisons une formation en ligne pour tous nos personnels à travers le monde par rapport au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique. Donc, nous avons un réseau à l'échelle mondiale d'experts qui peuvent travailler et s'adresser aux communautés. Je pense que dans notre perception, c'est également ce que nous avons pu déduire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe avec le changement climatique ou les conséquences du changement climatique. Tout ce qu'ils voient, c'est que le climat et la météo sont différentes. Ils ont besoin, bien sûr, d'informations pour mener des évaluations de risque et essayer d'assister aux efforts de réduction de risque et d'adaptation climatique. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager un exemple? Ne soyez pas timide, je te vois là. Parce que le temps ne nous appartient pas. Bientôt, la session prendra fin. M- Mais je ne dirais pas que c'est la seule opportunité de vous exprimer. Nous avons d'autres opportunités un peu plus tard. S'il n'y a pas d'intervention ou plus d'autres questions, je vais encore une fois euh, vous afficher ceci. Juste pour vous rappeler, nous allons avoir d'autres possibilités d'échanger. Ça, c'était juste une session d'introduction. Nous voulions vous donner un petit aperçu des différents aspects et des composantes autour du travail avec les services climatiques et météorologiques. Quelque chose que nous avons appris en tant que groupe de travail de la plateforme ARC. Euh, nous devons comprendre le potentiel et les rôles obligatoires de certaines de ces parties prenantes et certains aspects de ces environnements complexes. Euh, nous allons aborder dans les prochaines sessions, que ce soit les systèmes d'alerte rapide, euh, l'action anticipée et quelle différence cela fait. Et puis bien sûr, nous aurons notre dernière discussion le vendredi après-midi. Donc, je vous invite à participer au plus de sessions possibles. Nous sommes convaincus à la plateforme que les services météorologiques et climatiques peuvent améliorer nos efforts de réduction de risque et d'adaptation climatique. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Il faut essayer d'en connaître le plus possible des acteurs, des organisations internationales, des ONG, du secteur privé, des différentes institutions. Et nous espérons que vous allez saisir cette opportunité, que vous appréciez cette opportunité, oh, désolé, et que nous pouvons vous inviter à travers cette grande aventure que nous allons avoir ensemble ces 3 prochains jours. S'il n'y a plus de commentaires, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons conclure.
Merci. Merci à tous. Merci aux intervenants, Johanna, Omar. Euh, merci à Ivan, notre interprète, et à notre host, Antonia. On se retrouve dans les sessions à venir. Merci et au revoir.